C'est un acte de piraterie armée qui ne restera pas sans réponse. Pour Téhéran, la marine américaine a saisi l'un de ses cargos et l'Iran promet de riposter bientôt. Alors que faut-il attendre des prochaines heures, des pourparlers ou non entre Iran et Washington? On en parle avec nos invités. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints sur France Info. Patricia Lémonière, vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, le général Dominique Delors. Bonjour à vous. Bonjour. Ancien chef du Centre opérationnel interarmé. Vous êtes aussi l'auteur de 2030, le retour de la guerre aux éditions du Sémaphore. À distance avec nous, Jean de Glignasti, bonjour à vous. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie et ancien consul général à Jérusalem, aujourd'hui directeur de recherche de l'Institut des relations internationales et stratégiques. On vient vous voir dans un instant. Et puis Hugues Huette nous a de nouveau rejoint. Bonjour Hugues, spécialiste des questions internationales pour France Info. On va regarder évidemment la satisfaction du président américain après cette saisie d'un cargo iranien. Yohann Delra vous résume tout ce qui s'est passé ces dernières heures. 7 hélicoptères de l'armée américaine survolent un cargo iranien. Des soldats descendent en rappel pour en prendre le contrôle. Le porte-conteneur avait tenté de forcer le blocus naval des États-Unis. Un peu plus tôt, après plusieurs avertissements, les Marines avaient ouvert le feu. L'équipage iranien a refusé d'obéir et notre navire de guerre l'a stoppé net en perçant un trou dans la salle des machines. Nous avons la pleine garde du navire et nous inspectons son contenu. Une bataille navale autour du détroit d'Ormuz. D'un côté, les États-Unis refoulent les navires provenant des ports iraniens. De l'autre, l'Iran mobilise sa flotte de moustiques, 2 petites embarcations rapides équipées de mitrailleuses, lance-roquettes ou drones. Téhéran en compterait plus d'1 millier. Cet affrontement réduit les chances d'un accord. J'ai dit aux États-Unis que s'ils ne lèvent pas le blocus des ports iraniens, le trafic maritime sera certainement restreint. Samedi, un porte-conteneur de la compagnie française CMA-CGM avait d'ailleurs été visé par des tirs iraniens. Le navire a été endommagé, mais l'équipage est sain et sauf. Avec l'escalade des tensions, les pétroliers sont à l'arrêt. Aucun n'ose traverser le détroit d'Ormuz. Général Delors, des images impressionnantes, évidemment, avec ces tirs, en l'occurrence, et ces navires qui sont arraisonnés de part et d'autre, que ce soit par les États-Unis, par l'Iran, en l'occurrence, ces images qui nous parviennent, et l'Iran qui menace de riposter. On est en pleine escalade dans le détroit d'Ormuz. Oui, les blocus ne sont pas en papier. Et, le blocus américain n'est pas en papier. Donc on a vu là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des tirs de semonce tirés devant la poupe du bâtiment, et puis comme le bâtiment iranien, le navire civil iranien ne répondait pas non plus aux ordres radio, eh bien il y a eu un tir dans la machine. La salle des machines, ça c'est impressionnant, c'est quelque chose qui se fait. C'est un refus, c'est-à-dire quand vous refusez un certain nombre de fois d'obéir à des injonctions, il y a un tir dans les machines, c'est le plus classique pour arrêter un bateau. Mais c'est pas dangereux? Ah, c'est dangereux, oui, c'est dangereux. Mais si vous voulez, c'est dans la... Soit vous vous faites respecter et vous prévenez, vous insistez, vous tirez même devant le navire pour lui donner un ordre clair et net, soit, et ensuite, comme il n'y a pas le bateau n'obtempère pas aux ordres, eh bien, il y a un tir à la machine. Et ensuite, un assaut par air, ce qui a été fait... manifestement un peu plus tard d'ailleurs, ça n'a pas été fait tout de suite, parce qu'il pouvait y avoir des risques de tir sur les hélicoptères, etc. Donc ça a été fait, et il y a la prise du contrôle de ce bateau iranien qui montre bien qu'il y a blocus et des deux côtés. Oui, exactement. On va prendre tout de suite d'ailleurs la direction du Qatar, retrouver nos envoyés spéciaux, Gilles Papin avec Mathieu Nivenglowski depuis Doha. Bonjour à tous les deux. C'est vrai que la tension, Gilles, monte d'un cran dans le détroit. Oui, elle est montée d'un cran samedi avec ce que l'on a appris par rapport aux navires qui ont tenté de passer. Elle est montée d'un cran effectivement hier soir avec ce navire arraisonné. Mais ce matin, il semble, selon les dernières nouvelles que nous avons, que la situation est revenue au statu quo, à savoir que côté Golfe Persique, le détroit est bloqué par les gardiens de la Révolution et côté Golfe d'Oman, c'est la marine américaine qui bloque l'entrée et la sortie pour les navires, en tout cas, qui proviennent des ports iraniens. 2 déclarations à relever
relevés ce matin suite à cet incident hier soir. Tout d'abord de la part des Iraniens, l'état-major iranien qui a déclaré qu'il allait riposter bientôt suite à cet acte de piraterie armée. C'est ce qu'il considère par rapport à l'attitude des forces navales américaines. Et puis Pékin s'est dit inquiète aussi de cette saisie d'un cargo iranien par les Américains. La Chine qui réitère aux deux parties l'obligation de suivre la durée du cessez-le-feu et de reprendre les négociations. Et la Chine qui propose d'amener sa contribution à ces négociations pour retrouver rapidement une situation de paix au Moyen-Orient. Voilà les deux réactions donc, que l'on pouvait relever aujourd'hui. Mais ici à Doha, comme partout ailleurs dans les monarchies du Golfe, on a les yeux rivés vers Islamabad et surtout vers Téhéran pour savoir si effectivement une délégation iranienne va aller ce soir dans la capitale pakistanaise pour participer demain au deuxième cycle de négociations avec les Américains. Merci beaucoup Gilles Papin avec Mathieu Nivenglowski depuis Doha au Qatar. Patricia Lémonière, jusqu'à présent, avant de revenir sur les négociations éventuelles qui vient d'évoquer Gilles Papin, depuis le début du blocus américain des ports iraniens, les États-Unis disent avoir fait faire demi-tour à 25 navires. C'est assez conséquent, c'est vraiment blocus contre blocus. Enfin, certains sont passés, malgré tout, mais peu, effectivement, et c'est rien, c'est des gouttes d'eau. Même 25 blocages, ça prouve que très peu de navires tentent le passage. Ouais. Bon, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est à quoi a-t-on affaire ? On a affaire, effectivement, à ce qui s'apparente à deux blocus, comme vous l'avez dit, blocus contre blocus. Simplement, le blocus iranien, c'est bloquer une voie maritime internationale qui était libre. C'est fait partie des eaux internationales libres d'accès qui sont gérées par le droit maritime et il ne doit pas y avoir en théorie de blocus des eaux internationales. Les Américains, c'est complètement différent. Des Américains sont en guerre contre l'Iran et font le blocus des ports iraniens, ce qui, dans le droit de la guerre, je parle sous le contrôle de mon voisin avec lequel, qui, lui, c'est tout sur le bout des doigts. Mais en théorie, dans le droit de la guerre, on peut bloquer les ports d'un État avec lequel on est en guerre. Donc, quand les Iraniens disent que c'est c'est de la piraterie, enfin, on voit bien que là, on passe dans la rhétorique, dans le verbatim, et qu'on l'on est... Je pense que la situation est quand même dangereuse aujourd'hui. Il ne faut pas croire que c'est, voilà, tout le monde, ce que l'on dit, tout le monde montre les muscles à la veille de la négociation et fait monter les enchères. Je crois que dans une situation aussi tendue, il y a toujours un risque. Qu'est-ce que Donald Trump privilégie aujourd'hui ? Est-ce qu'il privilégie la force pour faire plier l'Iran ? Et dans ce cas-là, la force, elle peut aller vers une reprise des frappes. Ça, on ne peut pas l'éliminer à 100%, même si c'est une... c'est faible, ou est-ce qu'il privilégie à tout prix le dialogue ? Et là, il fait juste de la pression pour arriver à ce dialogue et à se sortir de la guerre. Je ne suis pas dans la tête de Trump, mais on est quand même dans une situation très particulière et on voit bien que tout le monde tremble, de la Chine à Islamabad et en Iran, c'est pas clair ce qui se passe actuellement. Alors, est-ce que le guide suprême n'a pas encore donné son feu vert aux négociations, on ne sait pas, mais il n'y a pas de feu vert pour l'instant. Et en tout cas, il y a un jeu de dupes qui se joue dans le détroit d'Ormuz, puisque l'Iran a annoncé vendredi lever son blocage, Hugues, mais finalement, samedi a dit en reprendre le strict contrôle face à la décision des États-Unis de maintenir son blocus. Alors, on a du mal à voir effectivement qui pourrait lâcher, en fait. Alors, que comprendre face à ce changement d'attitude des Iraniens ? Ce que j'ai noté, c'est que vendredi, c'est le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères iranien, qui a annoncé donc sur X la réouverture de ce détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz refermé le lendemain. Depuis, ce ministre des Affaires étrangères iranien ne s'est plus exprimé. Or, il fait partie des négociateurs. On va dire qu'il fait partie des politiques avec le président du Parlement iranien, Ghalibaf. Or, ce qu'il semble se passer en Iran, ce sont des tensions. Ce sont des visions stratégiques différentes entre les plus durs, qui sont donc la branche politico-militaire, les gardiens de la révolution, et la branche politique. Ou alors, politique quand même. Et semble-t-il, c'est un peu de cela aussi, c'est cela qui rend cette situation aussi incertaine, aussi incompréhensible. Je reviens sur ce bateau qui a été arraisonné, le Tuska. Il y a un certain nombre de bateaux iraniens
qui ont décidé de ne pas tenter de briser le blocus américain. Ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés dans les ports iraniens. Pourquoi celui-ci a-t-il absolument voulu? Il y a eu quoi, 5, 6 à de nombreuses reprises, il y a eu effectivement des ordres américains. Bon, pourquoi ce bateau n'a pas fait demi-tour? Pourquoi il a tenté à tout prix de passer? C'est quand même une provocation. Donc, est-ce que c'était le signe que ce sont les gardiens de la Révolution qui ont ordonné à ce navire d'y aller afin d'avoir un prétexte pour ne pas entamer des négociations ou pour montrer que les États-Unis font mauvaise figure dans cette histoire? Tout cela n'est pas simple. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas une seule position au niveau iranien. C'est vrai. Et pourquoi vous dites ça? Parce que les deux camps aussi s'accusent, finalement, se renvoient dos à dos et s'accusent de violer le cessez-le-feu jour après jour. Jean de Glignasti, évidemment, c'est une méthode connue, une méthode diplomatique connue, que d'accuser le camp adverse. Ce cessez-le-feu, il est censé expirer mercredi. Il reste 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut attendre, effectivement? Est-ce que Téhéran peut décider finalement de s'asseoir à la table des négociations? Comme l'a très bien dit Huguette, il y a des tensions à l'intérieur du système iranien et il y a aussi un peu d'irrationalité du côté américain. Donc on est dans vraiment la zone de danger où la rationalité, s'il en reste, risque de disparaître des attitudes des uns et des autres. Je pense quand même qu'il y a plus de chances pour que la réunion au Pakistan ait lieu et qu'on rentre quand même dans un processus de négociation et donc, espérons-le, d'un maintien de la trêve. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être très difficile pour Trump de démontrer qu'il a bien fait de dénoncer l'accord nucléaire de 2015 parce qu'il n'obtiendra pas beaucoup plus. Et ça, je crois que ça sera difficile pour les autorités iraniennes d'accéder à toutes les demandes américaines. Général Delors. Oui, je réagis sur cette vision de donner toute la responsabilité au seul Trump. C'est en fait une responsabilité américaine parce que après cette dénonciation, il y a quand même eu un mandat du président Biden pendant 4 ans et l'administration démocrate n'est pas revenue en arrière et n'a pas repris un cycle de négociation. Donc c'est bien une position américaine qui est d'identifier ce danger qui est manifestement réel quand on voit les capacités iraniennes dans le domaine balistique, dans ce qu'ils ont pu faire dans le domaine nucléaire. C'est pas des fausses preuves comme ça a pu être présenté au moment de la Deuxième Guerre du Golfe avec Colin Powell à l'Assemblée des Nations Unies. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, il est certain qu'il y a sans doute un peu de divergence au sommet à Téhéran entre les idéologues politico-militaires des gardiens de la Révolution et des gens peut-être un peu plus rationnels, un peu plus politiques au bon sens du terme, et qui essaient de trouver une autre issue. Et je suis par contre un peu plus pessimiste que ma chère voisine, dans le sens où je pense que les risques d'une reprise des affrontements militaires est important. Alors, en l'occurrence, pourquoi on se pose cette question des pourparlers? C'est le président américain qui les a annoncés il y a quelques heures. Donald Trump qui s'est fendu d'un message sur son réseau social Truth Social. On va le voir. Il a annoncé la reprise de pourparlers donc, à Islamabad. En l'occurrence, nous proposons un accord très juste et raisonnable. C'est ce qu'il a écrit et j'espère qu'ils l'accepteront. Car s'ils ne le font pas, les États-Unis vont anéantir chaque centrale électrique et chaque pont en Iran. Fini, monsieur Gentil, écrit-il en majuscule, comme il nous a habitués à le faire. Hugues, évidemment, Donald Trump, c'est toujours la même stratégie, une menace, une promesse, une menace, une promesse. C'est une menace qu'il avait déjà faite que celle-ci. Oui, mais en même temps, ce sont des propos qui sont souvent insultants pour la partie iranienne. Et c'est pas comme ça qu'on parle aux Iraniens. C'est pas comme ça qu'on parle à une civilisation qui a 5000 ans. Certes, les gardiens de la Révolution, ce régime des mollahs est infâme, mais il faut quand même essayer d'avoir au minimum un langage diplomatique, ou en tout cas une cohérence. Et donc menacer de cette façon-là, faire des rodomontades, dire 2 jours plus tard merci, ce qui était quand même tout à fait inattendu de la part de Donald Trump lorsque les Iraniens ont annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz, il leur a dit merci. Et puis là maintenant, donc il finit de faire le gentil, on va tout détruire. On revient donc à cette idée que l'Iran va se retrouver dans la préhistoire. Enfin tout ça, c'est vraiment pas une bonne façon de préparer des négociations. Donc c'est vrai que c'est très difficile, on est dans un brouillard total pour savoir si oui ou non il va finalement y avoir ces négociations. Patricia.
Alors, sur les négociations, il y a beaucoup de points qui butent. Ça, on l'a vu. Aujourd'hui, l'administration américaine est complètement centrée sur le nucléaire, avec 2 points sur le nucléaire. Effectivement, les 340 kilos ou les 430 kilos, je ne sais plus, d'uranium enrichi à 60%. Les Iraniens disaient, écoutez, on va le diluer. Les Américains disaient, vous savez, on va récupérer votre poussière d'une façon excessivement méprisante qui avait été mal tolérée par Téhéran. Et puis, il y a l'autre partie importante, c'est l'enrichissement. Alors, on sait que les centrifugeuses ont été en partie anéanties, donc reprendre l'enrichissement prendra des années. Les Iraniens voudraient reprendre de l'enrichissement à 5%, veulent reprendre de l'enrichissement sur 5 ans, enfin dans 5 ans, et les Américains disent, vous n'avez pas le droit à l'enrichissement sur 20 ans. On sait que ça va être négocié. Ouais. On sait que là-dessus, on peut trouver des compromis. Là où on risque de buter pour trouver difficilement des compromis, c'est effectivement sur les missiles et sur les proxys aussi, enfin les fameux proxys que vous connaissez tous désormais. Le Hezbollah. Le Hezbollah, les milices irakiennes, les Houthis, etc. Donc, c'est pas tant les sujets de conversation qui posent problème, c'est aussi ce qui se passe au sein de l'administration Trump. N'oubliez pas que samedi, il y a eu une réunion totalement, j'ai envie de dire, de la War Room américaine, au moment où Donald Trump parlait d'un accord qui était imminent. Et donc, cette War Room, là, cette réunion, c'était pourquoi ? Est-ce que c'était pour préparer une prochaine frappe ou montrer au président américain les potentiels ou les possibilités de nouvelles frappes en cas où... Et donc, les Iraniens, si nous savons qu'il y a eu cette réunion de la War Room, croyez-moi, les Iraniens le savent. Et les Iraniens, qu'est-ce qu'ils savent ? C'est que chaque fois qu'on leur promet des négociations, chaque fois qu'ils s'engagent dans les négociations, ils sont chaque fois bombardés et la guerre reprend après. D'où cette extrême méfiance. Et je finirai par un dernier point. Oui, il y a des tiraillements au sommet et dans les 2 tendances qu'on pourrait dire les pragmatiques et les dures qui sont incarnées par les gardiens de la révolution en Iran, mais surtout il y a un problème, c'est qu'avant